diplomatiques privilégiées avec la France se sont peu à peu développées dans différents domaines et ont pris diverses trajectoires. Et donc, j'invite maintenant Monsieur Yves Carmona à venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Yves Carmona, vous êtes ancien ambassadeur de France au Laos. Vous y étiez donc en mandat dans la période de 2012 à 2015 et vous avez mené une carrière de diplomate. Vous allez donc évoquer avec nous ces relations diplomatiques France-Laos avec un témoignage de ces relations que vous avez eu à cœur de développer pendant votre mandat d'ambassadeur de France au Laos et les perspectives d'avenir relationnel entre la France et le Laos que vous avez essayé d'insuffler. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, et Monsieur l'ambassadeur, merci de cette invitation, Monsieur le Président du groupe d'amitié, merci d'être venu. Merci aussi à la direction d'Asie et à la sous-directrice d'Asie du Sud-Est. Voilà. Effectivement, je ne parle peut-être pas assez fort, donc il faut me le dire. Merci. En fait, je ne parlerai pas des relations diplomatiques parce que c'est pas mon rôle, ce n'est plus mon rôle. Ça a été, il y a 3 ambassadrices qui se sont succédées, donc après moi, et puis il y a la direction d'Asie c'est le rôle aussi. Donc je parlerai simplement de mon expérience. J'ai mon témoignage d'ambassadeur de France au Laos dans la période qui a été mentionnée, c'est-à-dire entre 2012 et 2015. Je commencerai par un préambule, simplement pour vous demander de l'indulgence, parce que mes souvenirs commencent à s'estomper. Ça commence à faire quelques années, et je n'ai pas pris de notes quand j'ai fait mon travail, mais je n'ai pas écrit mes mémoires, et je n'ai pas l'intention de faire des mémoires. En général, on s'ennuie. Donc, je vous parlerai de ce que j'ai vécu, tout simplement. D'autre part, je voudrais remercier tout particulièrement le conseiller économique de l'ambassade, M. Cam, qui est quelque part par là, voilà. Parce que c'est lui qui a pris l'initiative, effectivement, de me faire venir. Et c'est la première fois que je suis amené à parler en public depuis ma retraite en 2018. Alors évidemment, il peut y avoir des faiblesses dans ma mémoire. Et enfin, puisque je suis retraité, ma parole est libre. Et donc je peux aussi, de temps en temps, dire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Donc merci également de les écouter. Ça n'empêche pas l'amitié. L'amitié peut s'accommoder de vérités qui ne sont pas toujours agréables. Et par exemple, je vais commencer par là, c'est mon introduction, mais nous n'avons pas toujours eu des relations diplomatiques. Entre 1978 et 1981, l'ambassadeur est parti. Pourquoi il est parti? Bon, c'est une longue histoire, mais il semble que un enseignant avait dit des choses agréables, et que donc ça n'a pas plu aux dirigeants laotiens de l'époque, et donc à ce moment-là, l'ambassadeur, il n'y a pas eu d'ambassadeur. Et puis c'est François Mitterrand, après son élection en 1981, qui a dit mais pourquoi il n'y a pas d'ambassade au Laos? Pourquoi il n'y a pas d'ambassadeur? Je crois qu'il y avait encore une ambassade, mais enfin en général, les intérêts sont gérés par quelqu'un d'autre, par une autre ambassade. Et il a renommé un ambassadeur à ce moment-là, ça s'est fait très rapidement, parce que le Laos était un pays francophone, et il tenait à ce lien de la francophonie qui perdure jusqu'à aujourd'hui. 2012, donc début de mon séjour, et cette concomitance n'est pas un hasard, il s'agissait avant tout de préparer la première visite historique du président de la République française, donc c'était François Hollande qui venait depuis peu de temps pour être président, et qui avait aussi un cabinet très asiatophile, si je peux dire. Ça n'a pas été tout à fait le cas ensuite. Et donc, il a mené beaucoup de diplomatie, non seulement avec le Laos, mais de façon générale, avec les pays asiatiques. Il était venu pour 2 raisons. La première, c'était de pouvoir faire cette visite bilatérale auprès du président Tchounani, ce qui a donc été fait, c'était le 5 novembre 2012, mais en même temps de participer au sommet de l'ASEM, donc Asian Economic, je ne sais pas quoi, caucus, enfin comme ça, peu importe ce que ça veut dire, ça permet aux chefs d'État, quand ils sont là,
Et justement, son prédécesseur n'était pas beaucoup venu au sommet de la ZEM. Lui, il a beaucoup tenu à y aller, parce que ça lui permettait, en une journée, il a apprécié une journée, de rencontrer, moi je l'ai vu, dans la Manche, mais j'étais là, il a eu 8 entretiens avec différents chefs d'État ou chefs de gouvernement. Et donc il a rentabilisé en quelque sorte un voyage qui était un voyage très court, parce que les présidents de la République française n'ont pas beaucoup de temps, bien entendu. Et donc dans un week-end, il a visité le Liban, l'Arabie Saoudite et puis le Laos. Donc, normalement, il aurait dû rester 2 jours, il est resté 15 jours. Il a dit je reviendrai, il a pu revenir. En tout cas, c'était une visite qui était effectivement tout à fait éminente. Ça a été mentionné par M. Capet, qui a eu une visite de retour l'année suivante. Donc le président Tchoumani Saïsson est allé en France. Je n'ai pas pu y être, ce qui était prévu, il y a eu un accident d'avion très grave, avec beaucoup de Français qui en ont été victimes. Et donc Élysée m'a dit maintenant ta présence doit rester à Laos, parce que c'est là qu'a eu l'accident. Donc je n'ai pas assisté à cette visite. Alors, je suis donc arrivé moi-même, et je vais parler un petit peu de mon rôle, parce que, encore une fois, les relations diplomatiques, d'abord, elles ont été fort bien décrites par ma directrice compétente, les 3 ambassadrices qui m'ont succédé et qui font leur travail. Et donc, c'est vraiment mon rôle de parler des relations diplomatiques. Je peux parler des relations diplomatiques à cette époque-là, elles ont changé depuis. Et je m'aperçois d'ailleurs que ça change vite, et tant mieux. Et ça a plutôt tendance à s'étendre. Alors, une fois que le président était parti, il n'y a plus de visite. Il n'y a plus de visite présidentielle, il n'y a jamais eu de visite du Premier ministre, il n'y a jamais eu d'autre ministre, sauf le ministre dont je me tairai le nom, qui a dit beaucoup de bêtises et qui a sauté au premier événement. Et donc après, l'ambassadeur, il fait son boulot, quoi. Et son boulot, c'est au jour le jour. Et c'est de ça que je vais parler, si j'en ai vite. Le premier chapitre, c'est, je dirais qu'après cette visite, donc le présent, ça consiste d'abord à intégrer ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu jusque-là. L'ambassadeur n'invente pas des relations qui n'existeraient pas. Bien entendu, les relations, le Laos existe depuis je ne sais combien de milliers d'années, et même si on se limite à la période récente, les relations entre la France et le Laos, qui ont été fort bien décrites par M. le conseiller juridique à l'instant, ils ont déjà un certain passé. Une fois le président parti, le rôle de l'ambassadeur, c'est simplement de faire vivre cette relation, et en particulier sur le plan économique. Et je remercie le conseil économique de l'ambassade, parce que c'est lui qui a eu effectivement cette idée. Alors de quoi sont faites ces relations économiques? J'en oublie peut-être, mais je dirais que le gros morceau, c'est le barrage Nantung 2. Ça fait très longtemps que ce barrage est construit, il faut bien le préciser, sur un affluent du Mekong, non pas sur le Mekong lui-même, qui petit à petit, là aussi, si je peux dire, mais au départ c'est quand même EDF qui l'a créé, et quand moi j'étais là, c'était quelqu'un d'EDF qui s'en occupait, qui le gérait, qui le manageait au jour le jour, mais pour le Laos c'était extrêmement important, parce que le Laos vendait le courant électrique, le Laos avait l'ambition d'être la pile électrique des îles du Sud-Est. Il l'a été, je pense qu'il l'est de plus en plus. Ça a été une pièce maîtresse du développement économique, parce que le rôle du barrage, c'est pas seulement pour l'électricité. Quand je suis parti, on parlait même d'installer des batteries solaires sur le lac de barrage pour produire du courant. Alors, ça a peut-être été fait, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. En tout cas, ce barrage était très important. Il est exposé à de très violentes critiques aussi. Critiques des États-Unis, parce que les États-Unis avaient fait leur barrage et donc critiquaient volontiers les barrages des autres, et notamment celui-là. Je me souviens de discussions un peu aigre-douces avec mon collègue américain là-dessus, puisque évidemment des critiques écologiques, et les ONG faisaient des critiques sur ce plan-là également, qui étaient peut-être fondées, mais enfin, on ne fait pas de mal se percer les yeux. Et ce barrage était absolument nécessaire pour le développement économique du Laos, et il a continué à le faire. Autre création économique bien antérieure à mon arrivée et extrêmement importante, c'était la Banque franco-laoise.
Alors, cette banque avait été créée en 2010, donc pas très longtemps avant mon arrivée. Je suis arrivé moi-même en 2012. Elle s'est ensuite étendue d'ailleurs, le franco-lao, elle est devenue aussi franco-cambodgienne, mais elle continue d'être franco-lao. Elle était dirigée par un Français à l'époque, mais la plus grande partie des cadres de la banque, pas seulement des gens du guichet, mais des cadres, étaient des Laotiens, plutôt des Laotiennes, parce que c'était surtout les femmes qui tenaient ce rôle. La banque, c'était devenue une des banques, très rapidement, une des banques les plus prospères et les plus estimées, en tout cas de Vientiane. Pour sa partie française, c'était une filiale de la BRED, la banque, je ne sais plus comment d'ailleurs, je ne peux pas vous développer le site, mais qui est une banque française, à un moment où, effectivement, le Laos cherchait à diversifier son partenariat économique. Autre institution importante, l'assurance. Alors, c'était en fait des Allemands d'Alliance qui avaient récupéré une assurance française dès 1990. Et en fait, ils avaient transmis ensuite cette assurance au Luxembourg, si bien qu'on avait un directeur français, mais en même temps, il fallait aussi, bien entendu, tenir compte des intérêts luxembourgeois dans cette assurance qui existe toujours et qui a également été une assurance prospère, solide, sur laquelle on pouvait compter. Et puis, je vais vous parler de quelque chose de plus particulier, mais alors vraiment, j'ai un grand respect pour M. Chagnot, pour ne pas le nommer, parce que c'est lui qui a très servi toute pièce. C'est une société qui s'appelait Agroforex, qui produisait du benjoin. Alors, le benjoin, personne ne sait ce que c'est. Le benjoin, c'est une plante. Et c'est avec cette plante que l'on fabrique des arômes tout à fait exceptionnels et qui trouvent ensuite un débouché, entre autres en France, notamment en Grasse ou en parfum, mais ailleurs aussi. Et il faut vraiment vivre dans la forêt. Donc Francis Chagnot était plus heureux dans sa forêt que participer aux réunions qui avaient lieu à Vientiane. Notamment, il y avait une réunion des conseillers du commerce extérieur, il y venait, mais avec son caractère. Et il a toujours participé à ce dialogue franco-laotien. Lui-même était, dans une certaine mesure, laocisé. Il vivait là, et je pense qu'il va y rester sans longtemps. Et puis, je ne voudrais pas ne pas citer, parce qu'il a joué un rôle extrêmement important, Adam, le groupe Adam, dont le patron à l'époque était Alain Daoud, et qui a été plein de bonnes idées, puisqu'il a lancé, alors, nous l'avons fait ensemble, il a lancé la revue de Vientiane, qui existe peut-être encore, ou qui n'existe peut-être plus, je n'en sais rien, qui ont été un événement extraordinaire. C'est-à-dire que pour la résidence, je parlerai plus en détail dans un instant, mais la résidence de l'ambassadeur de France a servi à accueillir 300 convives. Donc, il y a eu un défilé de mode, c'était vraiment un gros événement. Il y a eu un événement public, officiel, etc., auquel j'ai participé évidemment, mais auquel j'ai participé effectivement. Il y avait d'ailleurs un sénateur qui était présent également au moment. Et puis, c'était pendant presque une semaine, en fait, c'était une espèce de fête de la présence française à Vientiane, puisque l'idée c'était ça, c'était de montrer au monde. Alors, je ne sais pas si le monde s'en est aperçu, mais en tout cas de montrer un peu partout, et en particulier en France, que la France restait présente. Et c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que, bon, on va y revenir à l'instant, mais la position de la France, en tout cas la position de la France et la position de la francophonie sont quand même ébranlées. Donc, il faut constamment remonter au créneau pour qu'elles puissent être maintenues. Alors, il y aurait d'autres sociétés à mentionner, par exemple Paradise, qui produit d'excellentes glaces, et qui est une société française qui a été créée au Laos, et où elle prospère encore aujourd'hui, des échos. Et puis des restaurateurs, alors là, il y a beaucoup de restaurateurs français, mais il y a aussi beaucoup de restaurateurs laotiens de cuisine française, qui ont appris la cuisine auprès des Français, qui font de la cuisine française, alors parfois c'est mélangé, franco-lao, mais qui portent aussi le drapeau, ainsi dire, s'agissant de prêtre, un ancien
un tandem a créé une crêperie qui, paraît-il, marche très bien. Je vais en rester là pour l'instant avec la restauration, mais j'y reviendrai peut-être. Et puis quand même mentionner une inauguration à laquelle j'ai eu la chance de participer la dernière année où j'étais au Laos, je pense que c'était en 2015, du groupe Essilor. Essilor fabrique des lunettes, comme chacun sait. Et Essilor avait fait une étude de marché, avait constaté que les pays asiatiques étaient sous-équipés en lunettes. Donc l'usine a été créée, non pas à Vientiane d'ailleurs, mais à Savannakhet, qui est une zone industrielle franche, donc dans des conditions plutôt favorables. Il y avait une excellente formation, et donc l'entreprise d'ailleurs était déjà implantée en Thaïlande. Donc elle s'est implantée progressivement au Laos, en formant, c'était une formation de longue durée, c'était 1 an de formation. Ses ouvrières plutôt d'ailleurs, d'abord avec des instructeurs thaïlandais, et puis ensuite pris les rênes. Et donc l'usine a ouvert au printemps 2014, je crois 2015, et je pense qu'elle prospère depuis, enfin je suis sûr qu'elle prospère, parce que de temps en temps il y a encore des échos de presse sur ce qu'elle fait. Ça a été dit, et donc je ne vais pas insister, mais le développement du café est encore aujourd'hui, notamment parce que les agriculteurs sont tous des agriculteurs laotiens, un élément très important du développement, donc c'est dans la chaîne des Bolovènes, donc au-dessus des Paxé. Pas facile, parce que le marché mondial du café est très encombré, il y a du monde. Et il faut se battre pour... mais moi je trouve du café du Laos de temps en temps dans les supermarchés. Donc c'est formidable. Et donc je voyais très souvent le représentant c'est Malongo en fait, qui achetait ce café laotien, qui fait ensuite le diffuser comme café équitable, parce qu'il était cultivé dans des conditions qui ne sont absolument pas d'exploitation du personnel, mais qui sont de façon, je dirais, assez normales, le fruit du travail d'agriculteurs laotiens. Alors, il faut mentionner aussi, parce que ça a une grande importance, la Chambre de commerce. En fait, la Chambre de commerce française avait cessé déjà d'exister, et elle s'était fondue dans une Chambre de commerce européenne, l'Exil, et donc ça suscitait évidemment des sentiments mélangés. Il y avait un certain nombre d'entrepreneurs français qui trouvaient que c'était dommage de ne pas porter le drapeau. Moi j'étais favorable, parce que j'ai toujours pensé que de toute façon on est plus fort avec l'Europe, dans tous les domaines, que quand on est tout seul. Et donc cette Chambre de commerce européenne, c'est vrai qu'elle ne parlait pas beaucoup français, elle parlait surtout allemand. Elle était soutenue d'ailleurs financièrement par les Allemands. Les Allemands, mais il fallait y être. Donc moi je suis allé très souvent, il y avait des apéritifs, de rencontres, etc. Et bon, les Français y étaient aussi, parce que c'est important de nourrir le networking de cette manière-là. Voilà pour l'économie. J'en parlerai pas davantage, je suis désolé, mais il y a sûrement d'autres choses, mais en tout cas, à mon époque, c'était ça. Alors, c'était les relations franco-laotiennes, c'était aussi des relations très anciennes. D'ailleurs, je crois qu'a été mentionné le fait que Yves Dauge avait été depuis très longtemps comme maire de Chinon. Bon, il n'était plus le maire de Chinon, mais enfin, il venait très souvent au Laos. Il s'occupait surtout de Luang Prabang, avec le soutien de l'AFD, qui parfois d'ailleurs se trouvait que son rôle était un peu excessif. Toujours est-il que ça faisait partie, tout le monde le connaissait, et je me souviens d'avoir été avec lui voir le vice-premier ministre, M. Somsavat Langsava, dont je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, puisqu'il a pris sa retraite. Et grâce à Yves Dauge, bien souvent, j'avais accès à des gens d'un très haut niveau auxquels je n'aurais pas eu accès si ça n'avait pas été le cas. Ça a été le cas avec d'autres entrepreneurs, mais particulièrement avec lui. Et ces relations à très haut niveau m'ont été utiles, et j'y reviendrai par la suite. J'ai encore un peu de temps. Je n'ai plus que 3 minutes. Alors, bon, dans les relations anciennes, il y a celle-là. Il y a celle de la communauté française. Communauté française, ça a été dit, mais j'y reviens quand même un instant, parce que
bien sûr, il y avait une petite communauté française, mais il y avait surtout une communauté française, enfin, il y avait une petite communauté française avec de la terre de France aux bottes, si je peux dire, mais il y avait surtout une communauté française d'origine là-haut, qui avait la nationalité française, mais qui était là. Moi, j'ai connu, par exemple, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était à l'Europe-Brabant, que d'ailleurs, il a été, enfin, je l'ai fait consul honoraire parce qu'il était là, j'avais besoin de quelqu'un sur place pour le faire. Et bon, sa femme lui avait dit, écoute, voilà, moi j'ai vécu avec toi en France pendant 30 ans, j'ai même appris le français, tu avais passé ton tour. Alors, effectivement, et très sérieusement, il avait appris le lao, il parlait bien, il était capable de parler avec tout le monde, il était très connu à l'Europe-Brabant, et il faisait un boulot remarquable, et puis, disons, pour concrétiser tout ça, il est devenu consul honoraire. Plus sérieusement, je ne sais pas, en tout cas plus scientifiquement, eh bien, il y a deux choses. Il y a l'ethnologie, et vraiment, je déplore que ni Yves Godino, ni sa compagne Vanina Boutet, qui ont tous les deux énormément contribué à ma mission, et même au succès de ma mission, je dois dire, l'un et l'autre. Alors, l'un parce que, en ma présence, il a remis au président Hollande un énorme bouquin sur le Laos, dont il avait été le coordinateur. Du coup, j'ai le même, je l'ai chez moi et j'en ai lu au moins une partie. Voilà quelqu'un qui connaissait très bien, il avait fait du terrain, comme disait les Tenok, c'est-à-dire qu'il connaissait intimement le Laos. Et puis Vanina Boutet également, qui parlait très très bien, enfin, je leur parle au passé, mais non, j'espère pour elle qu'elle est encore active et qu'elle a l'occasion de retourner au Laos régulièrement. Alors elle n'a pas pu être ici parce que la date du colloque a changé, donc je regrette qu'elle soit absente. Mais j'ai fait un voyage en sa compagnie avec d'autres personnes qui a été vraiment une mission extraordinaire parce que j'avais à travers avec elle une interprète. Comme je n'avais pas d'interprète, donc jamais j'aurais pu me payer une interprète aussi bonne qu'elle. Et donc, elle a permis que j'ai des relations très fluides avec les préfets, etc. Nous sommes allés ensemble à Ponxali. Alors, ça faisait beaucoup de tout le monde sait où est Ponxali. Donc, c'est presque plus facile d'aller de Vientiane à Ponxali que de traverser Paris, parce que c'est un jour de grève du métro ou un jour d'embouteillage. C'est ce qui m'est arrivé cet après-midi. Ça a joué un rôle très important. Autre chose, c'est le travail qui a été fait pour réhabiliter la porte du Wat Phu. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu l'occasion d'inaugurer cette porte qui avait été restaurée par les spécialistes français de la rénovation du patrimoine. Et donc j'ai fait cela, j'ai fait cette inauguration fin 2012. Enfin, je vais peut-être aller vite là-dessus, mais la résidence de France, qui était une très belle résidence, et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir y habiter, a été une résidence extrêmement active. Mon épouse y a joué un rôle considérable, elle a été présente tout le temps. Ce n'est pas toujours le cas, elle a été présente tout le temps, du début à la fin de mon séjour. Et nous avons fait vivre ensemble cette résidence. Et nous y avons fait des événements constamment. Alors, j'en citerai 3. Déjà, le déjeuner du président Hollande, c'est quand même pas rien. La galette des rois. Donc, je me souviens qu'on a fait une douzaine de galettes des rois. Donc, la plupart des fabricants, c'était des Laotiens. Donc, c'était un événement franco-laotien. Et puis la Fashion Week, nous avons été membres du jury de la Fashion Week, donc nous avons organisé plusieurs fois, une fois dans la résidence et une fois ensuite à l'extérieur des hôtels, cette semaine de mode. Bon, ça paraît dérisoire, mais grâce à la Fashion Week, on a pu former un designer laotien, pas de Vientiane, mais de Savannakhet, un jeune, et maintenant il est devenu lui-même designer. Donc je lui ai trouvé, c'est presque un miracle, j'ai déjà pu ambassadeur, mais
j'ai obtenu que l'école ESMOD à Paris le prenne gratuitement. Ils ont dit, ah oui, oui, bon, très bien, Laotien, parfait, formidable. On sait très bien que les Laotiens n'ont pas beaucoup d'argent, formidable. Donc il a passé 1 an à se former, puis quand il est revenu à Laos, parce qu'il est revenu, il aurait pu aller n'importe où dans le monde, mais il est revenu chez lui, et il a créé des vêtements. Juste une minute pour dire que je dirais ce dont je suis le plus fier, parce que bon, les ambassadeurs sont toujours fiers de quoi que ce soit, de tout ce qui se passe, etc. Moi, il y a des choses dont je ne suis pas fier. Mais il y a une chose dont j'ai été fier, c'est de trouver un terrain qui permette l'extension du lycée Josué Auffet. Ça a été extrêmement difficile. Je relie cela à ce que j'ai dit précédemment. C'est parce que j'ai rencontré les plus hautes autorités de l'État que cela a été possible. J'ai rencontré, donc je l'ai déjà dit, Somsavat Savat. J'ai également eu la chance de rencontrer M. le Président de la République maintenant, mais à l'époque, il était seulement ministre des Affaires étrangères. Et l'un comme l'autre, grâce à des amis d'origine laotienne, bien que les événements historiques les aient amenés à autre chose que traverser. Bon, ils sont partis, mais l'amour du pays les a fait revenir. J'en dirai pas plus parce que bon, ces gens-là sont vivants et il s'est passé un tas de choses qui restent secrètes. Mais c'est grâce à l'aide, c'est grâce à l'entremise de ces personnes que j'ai pu obtenir un terrain. Alors, je ne dis pas du tout que mes prédécesseurs ne l'auraient pas fait, s'étaient intéressés, mais j'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Et je dois dire que si j'ai réussi mieux que d'autres à le faire, c'est parce qu'effectivement, j'ai eu la possibilité d'établir avec la communauté laotienne une relation d'amitié et de confiance. Et voilà, quelque chose dont je suis fier. Juste un mot pour dire quand même que j'ai assisté à la disparition de Sombath Somphone. C'est l'histoire. C'est pour moi un grand échec. Pour moi, ça a été pour la communauté diplomatique un grand échec, dont je ne me consolerai jamais. Il a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Bon, voilà. C'est arrivé il y a 11 ans. Je venais moi-même d'arriver. J'ai assisté à cela. Je n'ai pas assisté à la disparition, mais enfin, c'est quasiment, ça a semé le trouble dans la communauté diplomatique et pas seulement. Et il faut parler de l'avenir. Je suis convaincu que le Laos se développera d'autant mieux qu'il saura assurer une sécurité générale et notamment juridique à l'ensemble des ressortissants. En l'occurrence, c'était un Laotien, et de ses propres ressortissants, de façon qu'ils puissent développer leur pays. Il y a d'autres problèmes, chacun le sait. La Covid a frappé très dur, je le sais. Il y a aussi le réchauffement climatique. Je ne sais pas comment le Laos fait face à ce problème mondial. Je laisse d'autres en parler, mais je suis persuadé que le Laos fait tout ce qu'il peut pour y faire face. Je vous remercie. Merci de m'avoir laissé un peu de temps. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons prendre le temps d'une ou deux questions. Est-ce que parmi vous, quelqu'un aurait une question suite à cette intervention et ce témoignage de cette présence pendant 3 années? Alors, je vous demanderai de parler fort parce que je suis un peu dur d'oreille. This is Laos, the land that was called the land of a million elephants. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Et là, je laisserai d'autres qui sont plus compétentes que moi en parler. Moi, j'ai fait des pronostics qui se sont avérés faux. Je pensais que le train
qui est un élément extrêmement important, ne se ferait pas. Qu'il endetterait tellement lourdement le Laos que finalement il n'aurait pas lieu. Je me suis trompé, j'ai eu tort. Et alors est-ce que ce train, qui est un investissement extrêmement important pour le Laos, qui permet à ce pays d'une certaine manière de se désenclaver, parce que n'oublions pas, c'est un pays enclavé, c'est quand même un gros handicap, et ce qui va permettre un développement plus accéléré du Laos, je l'espère, mais évidemment je le prendrai un jour, le jour où je retournerai au Laos. Je me suis juré de le faire, et avec un ami, nous verrons. Peut-être que vous pourriez répondre, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Alors, une dernière question avant de passer à la suite, éventuellement. Très bien. Alors, un très grand merci, Monsieur Yves Carmona, pour ce témoignage. Et avant de recevoir les intervenants suivants, nous allons regarder un petit clip vidéo qui a été réalisé par Monsieur Morakot de l'ambassade du Laos sur le Laos d'aujourd'hui.